السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك أني عضو الأكاديمية من المملكة المغربية، وسيد بن عبد الجليل نائب أمين السير، وهدأ البارزين من أكاديمية المملكة المغربية، السيدة سفيرة ريتا فيرو، سفيرة من البرتغال في رباط في المملكة المغربية، وأيضا سفير أوجينيو ناكوريتا كوريا، سفير من جماعات البلدان بلغة برتغالية، وكذلك أيضا أستاذ ديس جراوي من المعهد لوزو أراب برتغالية ومغربية، أيضا مانويل بشيرة رئيس من هذا المعهد. سيداتي وسادتي، أشكركم هذه مناسبة مهمة في الأكاديمية، والآن سأتكلم حسن je pense que pour tout le monde بالعربية بالفرنسية. Je pense que tout le monde va suivre en français, parce que le sujet est si important aujourd'hui pour l'Académie du Royaume du Maroc, pour le Maroc tout entier. Pourquoi? On vient, je sais, de faire un projet de étudier la modernité et passer aux modernités, disons, le nécessaire pour vivre dans notre monde. C'est un monde de plus en plus difficile, de plus en plus qu'il faut regarder vers l'avenir, vers l'ouverture, vers les changements. Et donc, c'est avec beaucoup d'intérêt que je vous ai préparé, justement comme à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, il a eu au Maroc une expérience extraordinaire d'un sultan qui a gagné la bataille des Trois Rois, Oued al-Marzen, mais qui a su moderniser autant que possible et combattre, lutter pour l'indépendance nationale marocaine. Il faut regarder vraiment comment cela a pu être fait et regarder les grandes lignes de ce qu'on a essayé de faire pour vraiment comprendre et être bien ferme pour les projets qui ont été avancés, mais aussi ceux que parfois n'ont pas été si bien réussis. J'aimerais vous dire que nous avons aussi pour cela une chronique du fils du vice-roi des Indes, António Saldanha, en portugais, fils du vice-roi des Indes, qui était captif à Marrakech dans un palais, ami du sultan. Le très grand ami du caïd des caïds, Ibrahim Soufiane, le grand ami, il savait tout de ce qui passait dans le royaume. Encore, le sultan le consultait sur qu'est-ce qu'il fallait faire, surtout pour l'Europe. Donc, nous avons, pendant 4 ans, il était captif, c'est-à-dire, il n'était pas captif, il était libre, mais il ne pouvait pas quitter Marrakech. Donc, il fallait être à Marrakech. Alors, beaucoup de Portugais y étaient, surtout après la bataille des Trois Rois. Il dit le chroniqueur, dit cet homme, je vais vous parler ensuite pourquoi il a écrit cela,
il disait des choses comme ça. Je vois que les Marocains sont vraiment un peuple admirable. Il a écrit ça secrètement pour les Portugais. Admirable. Et je pense que si les Portugais étaient certains que Ahmed Al-Mansour restait toujours au pouvoir, personne quitterait le royaume du Maroc. Bien, lui était un grand noble. Tout de même, il faut penser qu'il était un très grand homme. C'est lui qui a écrit cela. Donc, cette chronique, maintenant publiée en portugais, c'est moi-même que je l'ai fait publier et que j'ai pu dire qui était l'auteur depuis des années et des années. Les chercheurs, parfois, passent 10 ans, 20 ans ou plus pour étudier un sujet comme ça. Mais on a pu savoir qui était António Saldanhas, ce vice-roi. Maintenant, nous avons aussi une traduction, pas totale, mais une grande partie grâce à Osman Mansouri, qui est présent ici, et deux collègues professeurs de l'université au Maroc. Donc, pour cela, c'est vraiment important de le voir. Mais j'aimerais attirer votre attention comment ça se fait qu'un roi peut être si moderne, tourné vers la modernité à cette époque-là, et comment il a pu légitimer son grand pouvoir. Parce que être dans un pays arabe, musulman, avoir la légitimité du pouvoir, comme vous le savez tous, il y a toujours un peu de problème. Nous le savons bien que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'avait pas dit rien sur la légitimité du pouvoir, ni dans le Coran al-Karim, ni dans le Hadith, il n'a rien. Donc, il a fallu comprendre l'islam din wa dawla, et bien pouvoir avoir la légitimité du pouvoir. Comment ça se fait? Il y a des choses simples. Le pouvoir législatif, ça appartient à Dieu, Ta'ala. Donc, aussi, grâce au Coran et à Sunna, bien, il y a d'autres petits ijma et d'autres, mais le pouvoir judiciaire, c'est facile, ça appartient au cadi, aux juges, que par la connaissance du droit, ils ont pu juger les questions, mais les exécutifs. Alors, comment faire? C'est là la grande difficulté. Il faut regarder la vie aussi du prophète. Il y a quelque chose que vraiment, à moi aussi, me frappe toujours. C'est l'année 628, de la Hijra. Il était à Hudaybiyah, tout près de la Mecque. Et alors, il avait déjà une armée assez puissante. Il aurait pu entrer dans la Mecque. Il pouvait conquérir facilement la Mecque. Mais il a reçu à ce moment-là, il a demandé sans doute la bay'a. Alors, tous ses compagnons l'ont donné la bay'a. C'est-à-dire, il s'est affirmé, pas seulement comme prophète, mais comme chef de la communauté à ce moment-là. Et c'est un moment décisif pour comprendre l'islam. Il, à la place de combattre, entrer à la Mecque par la force, il a négocié. Il s'est retiré. Il dit, on va vous parler et on viendra à notre heure. Et l'année suivante, il est entré en paix. Et comme vous savez tous, les gens sont convertis à l'islam. Voilà comment c'est possible aussi par cette acceptation du pouvoir, parce qu'il faut être
un pouvoir exécutif fort, avoir le charisme, avoir la possibilité, et surtout recevoir la baya, comme au Maroc, on a toujours fait. Et voilà que au lendemain de la bataille des Trois Rois, de la bataille de Marzen, tout de suite, Moulay Ahmed Al-Mansour, fils du grand sultan Moulay Mohamed Cheikh, frère de Moulay Abd al-Malik, frère de Moulay Abdallah, oncle de Al-Mutawakil. Vraiment, alors, il avait, par les lois successorales ici, qui ne sont un peu floues, mais enfin, tout de même, il avait toutes les conditions pour être reconnu comme chef. Il a reçu la baya tout de suite après la bataille de Mazen, avec les trois rois présents morts. Donc, il a été, donc, à ce moment-là, avec le pouvoir, sans difficulté de cela. Après, il a eu des petites choses, comme Moulay Nasser, vous le savez tous, qui est frère de Al-Mutawakil, Moulay Cheikh, fils de, mais qui est devenu chrétien, le prince Philippe. Enfin, les choses pas suffisamment intéressantes pour cela. Ce que je vais dire, donc, nous avons un sultan qui avait connu le monde. Il avait voyagé partout. Il a été aussi, comme son frère Abd al-Malik, avait été au service de la Turquie, de l'Empire ottoman, Mamlouk. Donc, que les Portugais ont fait Malouk. Mamlouk. Donc, il connaissait bien les choses. Tout de suite, il a commencé à trouver, je dois suivre tout de même quelques lignes très certes pour vous donner cet aperçu de ce grand règne. Tout de suite, il a commencé à faire des choses pour la politique interne et l'administration. Par exemple, il a pu changer un peu le Marzen. Le Marzen avec les tribus guiches. Donc, il ne s'est pas tant attardé dans les montagnes, les Aouïs, les confréries, les difficultés comme ça, mais avoir un Marzen près de lui. Aussi, il a dû choisir parmi les tribus, les Soufianes. Ibrahim al-Soufiane est devenu le caïd des caïds, le grand ami comme Antonio Saldagne, comme je vous ai dit, et aussi il a commencé à être ce que nous dirions aujourd'hui un peu bureaucrate, c'est-à-dire il fallait signer les papiers. D'ailleurs, moi-même j'ai publié quelques de ces signes de validation, c'est-à-dire l'importance de l'officiel, Arasmiya, les choses vraiment officielles. Donc voilà. Aussi, il a commencé, grâce à l'or du Soudan, déjà à ce moment-là, à faire la monnaie d'or. Mais c'est sur la politique étrangère que je voudrais m'attarder un peu plus. Vous voyez, 1598, alors le lendemain de la bataille des Trois Rois, alors nous avions ici, dans cette terre bénie du Maghreb, nous avions déjà les Turcs qui étaient venus d'Alger aider Abd al-Malik contre Al-Mutawakil, vous le savez bien, n'est-ce pas? Ils étaient déjà là. Mais aussi, l'Espagne regardait déjà le territoire au sud. Les Espagnols ont toujours pensé à cela. Donc voilà qu'il fallait vraiment faire une politique
Et ce que je m'étonne encore aujourd'hui, en connaissant bien les textes, comment tout de suite il a compris qu'il fallait libérer tout de suite le duc de Bragança. C'est lui qui pouvait être à nouveau le roi du Portugal, et pas Philippe II. Regardez, il avait 12 ans, ce petit garçon, mais Ahmed Al-Mansour l'a libéré sans rançon, sans rien. Il l'a libéré pour qu'il puisse aller. Il a été le père de Don Juan IV. Il a été le père du futur roi du Portugal. Il s'appelait Don Teodosio. Donc, vous voyez, par la suite, il a libéré pas mal des gentilshommes. Les autres, les Portugais voulaient, comme je vous ai dit, rester au Maroc parce qu'ils y étaient si bien. Mais donc, voilà qu'il avait un autre roi du Portugal. Après la bataille des Trois Rois, Dom António. C'est aussi mon nom, António. Antoine de Lisbonne, c'est pas Antoine Padoue, que les Italiens nous ont pris Antoine Padoue. Mais il est né à Lisbonne. Donc, Dom António a été roi du Portugal pendant peu de temps. Il a dû combattre avec Philippe II d'Espagne. Donc, qu'est-ce que la reine Élisabeth d'Angleterre a fait? Une alliance avec Dom António. Et remarquez maintenant, le fils du roi du Portugal, Dom António, est parti vers cette terre bénie, Dom Cristóvão, pour y rester en gage de l'aide que devait apporter Ahmed Al-Mansour au combat au Portugal contre l'Espagne. Bon, c'est d'une sagesse, d'un savoir, d'une telle habileté politique que vraiment il a travaillé, ce sultan, pour l'indépendance nationale du Maroc. Vraiment, il savait d'où venait le danger. Le danger venait d'Espagne, pouvait venir de Turquie, des Ottomans. Il sait par la suite qu'il a fini avec la Turquie. Il a même fait descendre le drapeau de la Turquie. Il a envoyé une ambassade aussi à la Turquie pour qu'il n'ait pas beaucoup de problèmes. Mais tout de même, les militaires ottomans sont partis. Je reprendrai ce problème un peu plus tard. Donc, il fallait encore un petit problème. Moulay Nassar, le frère de Al-Mutawakil, qui a été libéré contre le Maroc par le roi d'Espagne, Philippe II. Il a dû combattre quelques années après Al-Mansour Azabi, mais il a été mort. Donc voilà comment la politique étrangère de ces grands sultans a pu être devenue si important pour garder ce caractère national. Je peux vous ajouter que tout de même, il avait cette grande opinion publique internationale d'être le vainqueur du roi du Portugal qui était venu, et enfin, il avait le rachat des captifs, de quelques captifs, etc. Mais tout de même, l'important sont les options politiques. C'est ça que compte qu'il a pris. Il savait bien, ici, le danger pour le Maroc, c'est la Turquie d'un côté, c'est l'Espagne de l'autre. Alors, il faut aider le Portugal, soit par le fils de Don António, soit par le duc de Bragança, pour que ne soit pas uni le Portugal avec l'Espagne. Je peux ajouter en passant que jamais le Portugal a été ajouté à l'Espagne. L'Espagne n'existait pas elle-même à l'époque. Ce qui existait, c'est la Castille, l'Aragon,
la couronne aussi du roi, on disait a coroa de Portugal, a coroa de Castela et a coroa d'Aragão. La couronne, c'est-à-dire le royaume du Portugal, de Castille, mais petit à petit, c'est ce que commençait à se produire, c'est que les Castillans prenaient. L'Espagne elle-même n'existe qu'au XVIIIe siècle avec Carlos III. C'est quand ils ont fait l'ensemble. Maintenant, allons tout de suite aussi pour une autre option politique, culturelle, religieuse d'Ahmed Al-Mansour, l'Afrique. Tout de suite, il a commencé avec des Portugais qui étaient à Marrakech, qui étaient au Maroc, le Elch, comme il voudrait être appelé, à demander comment descendre vers la Guinée. Déjà, vous le savez tous, Al-Mourabitoun, il venait de cette région, donc l'Adrar, tout ça, mais tout de même, il fallait avoir une route et des liaisons plus proches. Donc, il a commencé à le faire, à envoyer des petites expéditions, petit à petit, vers le sud. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à connaître mieux. Ils connaissaient déjà par les caravanes d'or, de sel, tout ça, vous savez, vous connaissez ça. Mais c'est lui qui, d'une façon systématique, a envoyé des expéditions militaires, culturelles, commerciales vers le sud. Déjà en 1586, il demandait à Askia Ishaq des impôts sur le sel de Tegaza. Vous savez que ce Tegaza, c'est au centre du Sahara, et c'est par là que les caravanes d'or prenaient le sel pour le changer contre l'or vers Tombouctou et Gao. Et c'est comme ça qu'ils ont été à Janqueta, c'est Chinguetti, dans l'Adrar. C'est très, notre texte à l'Antoine Saldanha parle si souvent de Janqueta. Comment les Marocains, avec quelques Elches, sont arrivés là. Donc on voit au jour le jour comment ils pouvaient progresser, comment faire, et comment le sultan prenait soin de cela. On va parler un petit peu après sur les problèmes de la religion qui ont été appelés là-dedans. Ensuite, j'aimerais vous parler tout de même de quelque chose de la modernité pour l'armée. L'armée, vous le savez tous, nous savons tous, c'est toujours quelque chose, parfois un petit peu trop, ce que fait pousser les pays vers au-devant, parce que vraiment, les armées, il faut toujours essayer d'être un peu plus moderne que les autres, plus près ou plus loin. Donc, il fallait changer l'armée. Enfin, nous avons dans Antoine Saldanha et dans bien d'autres textes, beaucoup de ce que Ahmed Al-Mansour a fait pour moderniser les armes et les armées. Vous savez tous que c'est après Abd al-Malik, son frère, le fils aussi de Moulay Mohamed Cheikh, que vraiment les modes, les costumes, les vêtements turcs, les armes turques sont venues au Maroc. C'est à ce moment-là, justement, que c'est produit. Cet événement important parce que ça a changé, ça a modernisé l'armée et les costumes, les habitudes de l'armée marocaine, qui avait d'ailleurs été présente dans l'ouest Marzen et avant contre Al-Moutawakil et avec Abd al-Malik. Par exemple, la Mazagania. La Mazagania, c'était la cavalerie qui a été organisée à cette époque-là, la Mazagania.
Alors on commence à voir cela. On a aussi les tribus guiches, des bédouins, des corps militaires d'Elche, ils ne voulaient pas du tout qu'on les appelle renégats. Ils étaient souvent des chrétiens, des Portugais, des Espagnols, partout. Mais une partie très importante, c'était des Portugais. Je peux ajouter que ces Portugais, comme à côté habitaient dans son petit palais notre Antoine Saldanha, le fils du vice-roi, ils allaient chaque fois redire à cet homme si important qu'est-ce qui se passait dans la cour, et dire même au discours direct ce que le sultan disait, soit pour l'armée, soit pour les affaires, soit pour les jugements. Il a tout là, tout est là. C'est extraordinaire, mais tout est. Donc, vous voyez que maintenant, il y a des corps d'armée, des Andalous aussi. C'était époque où les Andalous venaient de plus en plus nombreux vers le Maroc, les Ornacheros, ceux de Grenade et d'autres. Il avait un corps de Zouawa aussi. Et aussi, pour l'armée, il a fallu quoi faire? Essayer de fortifier, faire vraiment des défenses où? Au couloir de Taza, évidemment. C'est par où? Par Alger, les Turcs essayaient d'arriver ici au Maroc et de garder donc le Maroc. Donc il a fallu fortifier cela, et surtout à Fès, où, vous le savez, que c'était le moment où les grands bastions de Fès ont été faits. Le Bourge Nord, le Bourge Sud, les autres. Et aussi, c'est une chose intéressante à laquelle Antoine Saldanha assistait, c'était aux revues militaires. Il aimait beaucoup quitter Marrakech pour 1 kilomètre et déployer son armée, faire al-lardo, d'où vient le mot portugais al-lardo, fazer al-larde. Donc, c'est la revue des troupes. Et cela, ça a beaucoup d'importance parce qu'il mettait les différents corps d'armée, il savait avec quoi compter pour son armée. Aussi, un autre chapitre, l'art. Parce que il y a même un mot, le calife des savants, et le savant des califes, quelque chose comme ça, qui existait, parce qu'il était donné à la poésie, aux arts, que sais-je, et il a commencé à faire de grands travaux artistiques. C'est surtout, vous le savez tous, les tombeaux saadiens à Marrakech, qui vraiment sont le palais d'Al-Badia. Le palais, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Le Sarn de la Karaouine, à Fès. Aussi, il faut songer qu'il a, tous les grands souverains arabes, musulmans, songent à une grande mosquée. C'est ça, on le comprend. On les comprend très bien. Et lui aussi, il a voulu faire une grande mosquée. Et il a commencé de la bâtir, mais quand il a eu environ 1 mètre de haut, voilà que la peste a sévi le Maroc. La plus grande peste au monde, comme on disait le chroniqueur. Donc, la mosquée à peine sortie du sol, voilà qu'il fallait s'arrêter parce que tout le monde mourait d'une façon pitoyable. Et vraiment, cette Jamia al-Fana, et maintenant, je n'ai pas besoin de vous dire que
que c'est définitivement établi. Qu'est-ce que ça veut dire Jebel Fna? La grande place, c'est la mosquée inachevée où maintenant c'est patrimoine d'humanité, cette grande place qui malheureusement n'a pas vu la construction de la grande mosquée du grand sultan Ahmed al-Mansour. Vraiment, il n'a que cette explication que dans cette chronique du Sud, mais les mesures de la mosquée sont justement celles. D'ailleurs, avec les collègues de l'université de Marrakech, moi-même j'y étais, nous étions ensemble, une dizaine de professeurs, à voir bien et à mesurer bien Jamia al-Fana à Marrakech. Donc, voilà que ce grand sultan avait cette dimension artistique si importante. Vraiment, il faut y songer. Et aussi, j'aimerais vous dire que cette époque-là, à la fin du règne, d'ailleurs, probablement, il est mort de la peste, c'était vraiment la peste, ce microbe terrible qui a fait jusqu'au XXe siècle le danger de tant de monde, partout au monde, en Europe, partout. Que quand ça commençait, alors, comme dit notre chroniqueur, il dit quand la peste commençait dans une rue, elle allait, toute la rue était. Donc, même Sultan a quitté Marrakech. Ils avaient compris déjà que la peste était due à la proximité des gènes, des virus, des microbes, là, que est Yersinia pestis, en médecine, le petit microbe qui fait ça. Donc, voilà qu'aussi pour les soins sanitaires, il y a de l'importance. Mais on reviendra si on aura le temps. Aussi, il faut penser à l'économie. Il a pensé évidemment à l'économie. Enfin, d'habitude, les histoires publiées parlent beaucoup du rançon, de ce qu'ils avaient pris dans le champ de bataille. C'est peu de choses pour un grand pays comme c'était le Maroc, c'est peu de choses. Donc il a fallu relever, faire du nouveau pour l'économie. Alors, on a tant essayé de faire, il y a une chose tout particulièrement importante, que c'était les travaux hydrauliques. Vraiment, là, nous sommes dans un domaine où les Arabes, depuis aussi l'Arabie, depuis ce grand barrage que vous connaissez à Yémen, qui est traditionnel d'en parler, mais aussi au Portugal. Encore aujourd'hui, tout ce qui a rapport aux travaux hydrauliques au Portugal sont des noms arabes, tous. Peut-être un ou deux que ne sont pas. Mais Albufeira, Albuhaira, Seca, Sáquia, Nahura, Nora, Alcatruz, Alcaduz, tout y est. On a fait des grands travaux à Marrakech, et on peut les voir encore aujourd'hui, quelques grands travaux, sur l'Oued Souss, tout à fait en particulier, c'est très important pour les sucreries du Maroc. D'ailleurs, c'est encore imposant. Moi-même, je les ai visités, quelques-unes de ces barrages des anciennes sucreries, qui a été tout à fait si important. Parfois, on dit que c'est aussi après les problèmes, après la mort d'Al-Mansour, qui ont été détruites. Peut-être pas toutes, parce que justement, à la fin de ce règne, a commencé l'essor du sucre aux Caraïbes et au Brésil. Donc, commençait à avoir du sucre un peu partout,
et donc c'était pas si important. Mais aussi, il faut dire que même s'il y avait des difficultés avec Tombouctou et Gao, beaucoup d'or arrivait à ce moment-là au Maroc. Il en avait, je vous ai parlé déjà de la monnaie d'or qu'il a fait faire, mais beaucoup est venu. Donc, l'or est toujours quelque chose que va faire vivre rapidement un pays. Donc, le Portugal peut en parler, parce qu'aussi, par la même biais de l'or du grand Soudan occidental, mais partant par le sud, parce que l'embouchure du grand fleuve Niger, Saint-Georges-de-Mines, que cet or s'écoulait vers le Portugal. C'était pas par la même route. Il avait un petit peu dans le fleuve Gambie, un petit peu, mais c'était surtout par le sud. Donc, il avait les Noirs qui prenaient l'or vers le nord, vers le Maroc. Il y avait d'autres Noirs qui prenaient l'or vers le sud, vers le Portugal, Saint-Georges-de-Mines. Il faut dire que soit les Marocains, soit les Portugais n'allaient pas aux sources de l'or. Vous le savez tous pourquoi ils ne pouvaient pas y aller. Ils seraient toujours morts avec la maladie, avec ce plagement d'un falsiparum que vous connaissez, monsieur l'ambassadeur, si bien à São Tomé et Príncipe. C'est le plagement qui fait détruire le globule rouge, et donc les gens souvent sans médicaments mouraient. Donc le roi Jean II a dit même quand on a fait bâtir Saint-Georges-de-Mines, ne quittez jamais Saint-Georges-de-Mines, sauf vers la mer, parce qu'il ne faut pas entrer parce que c'est trop dangereux. Donc les Marocains aussi ne descendaient pas au sud du grand fleuve Niger. Le Niger, qui s'écoule vers le Centrafrique, il va déboucher au golfe de Guinée, donc a été à ce moment-là bien connu des Marocains. Aussi, il fallait penser à tous les produits de commerce que venaient vers le Maroc avec ce prestige de cet homme Zahabi, le doré. Pourquoi? Parce que encore, il avait d'autres produits, des esclaves, des produits sous-tropicaux et tropicaux de l'Afrique. Il avait des épices qui venaient par les caravanes qui venaient de l'Orient. Donc, c'était l'essor économique un entier qui vraiment commençait à s'établir bien au Maroc. Et maintenant, passons à ces communautés portugaises et étrangères au Maroc, surtout à Marrakech. C'est tout absolument étonnant de voir et de savoir comment le Maroc de l'époque avait de la tolérance vers les chrétiens. Il a même eu un témoignage tout à fait extraordinaire. Vous vous rappelez que le caïd de la ville d'Arzila, la ville Assila, était un partisan de Al-Mutawakil. Il avait donné la ville d'Arzil aux Portugais de Sébastien. Donc, il s'est enfui après la bataille des Trois Rois, parce qu'il serait évidemment un traître pour le Maroc. Mais il a gardé son l'amour de sa patrie. Il a vécu longtemps au Portugal, réfugié, comme on dirait aujourd'hui. Il est resté de longues années. Mais tout de même, il a écrit, 10 ans ou 15 ans après, au sultan
en demandant pardon. En demandant pardon. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est, bien sûr, le sultan l'a donné, le pardon, il est retourné au Maroc, le caïd d'Assila. Bon, alors il a eu quelques petits problèmes à Marrakech, et à notre Antoine Saldagne écrit, mais, il disait cet homme-là, mais comment c'est possible que les chrétiens puissent vivre ici, avec une église, miséricorde, hôpital, chapelle, des moines, un peu partout, tandis que si les Marocains ou les musulmans allaient à Lisbonne, l'Inquisition les tuerait. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la grande force de ce sultan et du Maroc de l'époque. Ça, c'est un témoignage tout à fait, absolument sans contradiction. Donc, mais il avait à Marrakech un quartier portugais, la rue des Portugais. Il avait l'hôpital qui était très bien. On faisait le théâtre, vous vous rendez compte? Il y a un gros livre appelé Cancioneiro, chamado Dona Maria Henriques, peut-être quelques-uns parmi vous le connaissent, parce qu'il avait des pièces de théâtre pour être jouées entre les Portugais qui étaient des captifs, mais sans fer, sans rien. Ils se promenaient librement à Marrakech, partout. Donc, il faisait des pièces de théâtre, de la poésie. Cancioneiro, c'est un gros livre d'environ 800 pages, 900 pages, avec le recueil de ces pièces de théâtre. Mais aussi, ils écrivaient des pièces, des livres chrétiens. Par exemple, vous savez que le livre portugais, écrit en portugais, qui a eu beaucoup plus d'éditions dans tout le monde, a été écrit à Marrakech. C'est Travaux de Jesus, de Frei Tobé de Jesus, qui l'a fait. C'est un livre de pitié, c'est tout de même un beau livre, qui a été écrit s'il n'avait pas cette tolérance, cette ouverture, donc certainement le livre n'existait pas. Mais il existe, il a été de loin le livre le plus publié, plus édité au Portugal, traduit dans toutes les langues, évidemment, Travaux de Jésus, Issa. Et donc, voilà comment nous avons cette population, ce peuple de Marrakech qui pouvait vivre en paix de cette façon à l'époque. J'aimerais vous parler très franchement d'un problème qui nous touche aussi aux Portugais encore aujourd'hui. C'est-à-dire, vous le savez tous, que dès que les chrétiens ont pu s'épanouir vers le troisième siècle après le Christ, donc vers la fin de l'Empire romain, donc on a commencé à avoir beaucoup de gens qui prenaient la solitude, parfois dans des colonnes, les stylites, essentiellement les stylites au désert de la Syrie, dans le chemin de Tadmour, Palmyre d'aujourd'hui. Donc, c'est bien connu, les anachorètes, comme on peut le dire. Mais aussi les couvents. Les couvents, Saint-Augustin, un Nord-Africain, que San Pacôme en Égypte, San Bénédictin en Italie. Donc, encore avant l'islam, tout cela s'est produit soit vers la solitude, soit vers
les couvents avec un groupe. Donc, au départ, ce n'était pas comme ça. Ils s'enfuyaient, des troupes de Rome. Mais voilà que nous sommes maintenant avec l'islam. Et l'islam, il ne faut pas jamais l'oublier, était à côté des chrétiens. Al-Kitab. Ils habitaient à côté. Beaucoup de l'expansion arabe et musulmane a été faite par des chrétiens. C'est ce qu'il y avait. L'administration, c'était des chrétiens. Alors, petit à petit, ils sont convertis, pas tous, comme vous le savez, mais sont convertis. Mais ce qui était important, c'est que ces gens-là, tout le monde regardait tout le monde. Tout le monde habitait avec tout le monde. Donc, on a commencé à prendre aussi les soufis, les mystiques, le soufisme dans l'islam. Il y a déjà des choses, des témoignages très anciens. Hassan al-Basri, vous le connaissez tous, Hassan al-Basri, mais surtout Al-Hallaj, le grand saint de l'islam qui a été torturé, mort sur la croix à Bagdad. Pourquoi la croix? Et j'ai besoin d'explications? Non, certainement pas. Voilà comment on vivait ensemble. Parfois, il avait des problèmes, quelques-uns mouraient, mais enfin, c'est la vie. Vraiment, c'est la vie de toujours. Mais il a des petites difficultés. Il y a eu tout de même, au XIe siècle, un autre grand saint de l'islam, Al-Ghazali, Al-Ghazal des sources chrétiennes. Il a des pages admirables pour vivre la religion, pour vivre la religion. Donc, voilà que, surtout avec le XIIe siècle, on a d'un côté les hommes solitaires dans l'islam, maintenant, et des hommes dans les confréries. Donc, nous voilà dans un problème qui mérite toute notre attention. Parce que c'est justement à l'époque nous sommes en train d'en parler que l'Afrique occidentale a été islamisée par les confréries, par ces marabouts qui allaient avec le commerce parler aux Noirs. Mais ce sont les confréries aussi qui ont, dans l'Afrique orientale, islamisé les gens. Mais en Indonésie, c'est aussi les confréries qui ont islamisé les peuples et au Portugal. Qu'est-ce qui se passait? Le Portugal a connu, c'était le moment remarqué de la formation du Portugal, au XIe, XIIe siècle. Alors c'est justement l'époque que nous sommes en train de traiter. Et voilà qu'on avait au Portugal, un peu partout, les Zaouïas, Azóias. Vous allez, j'espère, tous au Portugal voir Azóias. Moi aussi, j'ai fait quelques des grands pèlerinages au Maroc. Sidi Moussa d'Aglou, au mois de septembre. Oui, quel émouvant. C'est comme, justement, aujourd'hui au Portugal. C'est encore la même chose. On tourne autour du marabout, aujourd'hui, au Portugal. Les chrétiens, mais c'est le Dieu très haut, Ta'ala, qu'on vraiment pense, c'est Allah Wahid. Et donc, voilà que nous avons des Azóias un peu partout au Portugal. Des marabouts, mais surtout des Azóias, justement comme celle du Maroc. La même chose. Il n'a rien à changer là-dedans. Parfois, vous savez, aux Arabes comme aux chrétiens, ils aiment beaucoup Petrus,
Saint-Pierre, Petrus. Alors, Petrus, c'est pas facile à dire. Boutros Ghali, c'est Petrus. Il a beaucoup de ces ermitages que maintenant, qu'avant c'était vraiment des, elles étaient musulmanes évidemment, mais sont devenues chrétiennes. Mais aussi dans cette religion, il faut penser qu'à l'époque de Mansour Zahabi, aussi on a développé l'université Al-Qarawin, les madaris, et aussi au Portugal à cette époque, on a développé beaucoup d'autres usages que je ne vais pas reprendre, seulement je souligne cette importance des rebat. En portugais, tout le monde dit rebat, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et le ribat ou arabita, soit que va jusqu'à Porto, que va aussi vers la montagne au sud de Lisbonne. Nous en avons de partout ces usages, ces habitudes, et donc on peut songer comment cette époque bénie, de l'époque d'Ahmed Al-Mansour pendant ses règnes, vraiment nous fait songer qu'il faut reprendre ce défi de modernité, de haute modernité de notre époque et savoir que de chaque côté, les croyances ne sont pas si différentes, la volonté de vivre sont les mêmes, quelques petites différences, mais enfin, le règne du sultan Moulay Ahmed Al-Mansour Zahabi, c'est vraiment un exemple, une leçon à tirer pour nous tous dans notre époque difficile, mais qui a besoin de paix et de vivre en se développant un peu comme autrement notre sultan Zahabi l'a fait. Je vous remercie à tous.